cette première Business Masterclass, c'est pour comment devenir une femme dirigeante aujourd'hui. Quelles sont les difficultés rencontrées? Voici les questions que beaucoup d'entre nous se posent pour réussir et briser ce plafond de verre. Je n'aime pas parler de ce plafond de verre, mais malgré tout, il existe. Et malgré que l'immobilier soit représenté par 70% de femmes sur le plan salarial selon le syndicat UNIS, seulement 7% d'entre nous arrivent à des postes de direction, de codex ou de codir. Et nous avons voulu, avec ces Business Masterclass, vous montrer que le leadership féminin peut représenter ce que nous avons dû parcourir pour arriver là où nous sommes et comment vous aussi pouvez devenir un leader d'excellence féminin. Charlotte Journeau-Bord est la fondatrice de Wishiban, une société digitale. Elle est la coprésidente de CNCC, le Centre national de centres commerciaux Next Generation. C'est l'association représentant enseignes et centres commerciaux. Elle est diplômée de 1 million avec mention. Elle travaille ensuite en stratégie chez A.T. Kearney sur la practice retail. En 2015, elle crée Wishiban avec la vocation d'assurer la diversité de commerce en permettant aux commerçants physiques d'intégrer davantage de numérique. Et après 8 millions d'investissements, donc on sait ce que ça fait l'Internet parce que ça va vite, dans 8 millions d'investissements dans la technologie, Wishiban déploie le premier marketplace basé sur le stock de magasins en temps réel d'un espace commercial de plusieurs milliers de mètres carrés. Et au-delà de ventes et de trafic additionnel, la plateforme Wishiban transforme le magasin en espace logistique pour augmenter la rentabilité d'enseigne. Donc, elle est toujours là, non seulement pour aider les femmes, mais surtout pour aider la société à développer leur business. Et Wishiban opère aujourd'hui dans le centre-ville. Et il y a des projets de Smart City elle est également le grand gagnant de l'appel d'offres d'Île-de-France et labellisé par le gouvernement. Et dans le renouveau des centres commerciaux, et puis plus important pour nous, c'est que Charlotte est membre de Réseau Wire depuis presque le début et elle nous a toujours soutenus et aidé à promouvoir les femmes dans l'immobilier. Et nous lui laissons la parole pour présenter et commencer sa masterclass pour toutes les femmes. Mais on a eu beaucoup d'hommes. Hein? Charlotte, il y a beaucoup d'hommes qui sont venus pour ta masterclass. Donc, comme je disais tout à l'heure, Charlotte Sarah, le Benjamin, je n'ai pas encore trouvé quelqu'un dirigeant plus jeune qu'elle. Et elle va nous expliquer ce parcours qui est un peu dans son sang. Ok, Charlotte, merci. Merci beaucoup d'avoir pensé à moi et de m'avoir invitée. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions à m'interrompre sur le chat parce que ce sera plus interactif et que l'objectif, c'est qu'on apprenne tous les uns des autres. Donc, moi, je suis Charlotte Journeau-Bord, je suis effectivement la fondatrice de Wishiban. Wishiban, c'est une société que j'ai créée assez jeune et sans vraiment me rendre compte de ce que je faisais à l'époque puisque j'avais 26 ans. J'avais 26 ans et donc je suis sortie d'école à l'EM Lyon, qui est une très bonne école en France, où j'avais déjà fait un master entrepreneuriat là-bas. J'ai fait du conseil en stratégie sur la practice, effectivement, retail, même si chez A.T. Kearney, j'ai eu l'occasion de toucher un peu à tout. Mais en fait, quand Janica disait que c'était dans mon sang, effectivement, je viens d'une famille de commerçants. Donc, ma grand-mère et mon grand-père paternel avaient des magasins. Ils en ont d'ailleurs toujours. Ma grand-mère a toujours son magasin Place d'Italie. Mon père, Philippe Journeau, travaille dans l'immobilier commercial. Et mes parents se sont séparés quand j'étais assez petite. Donc, finalement, un week-end sur deux, quand j'étais avec mon père, je l'ai passé
dans les magasins de mes grands-parents. Je l'ai passé dans les magasins que j'ai gérés, mon père aussi, puisque avant de faire de l'immobilier commercial, il avait des franchises, notamment Connexion, donc Connexion qui, je crois, n'existe plus en France, mais c'était l'équivalent de Darty à l'époque. Et puis après, il a fait de l'immobilier commercial avec des centres commerciaux. Et donc voilà, donc toute mon enfance, j'ai eu la chance, puisque je considère que malgré mon jeune âge, j'ai finalement près de 25 ans d'expérience dans l'immobilier et dans le retail, d'apprendre aux côtés des personnes de ma famille sur la partie vraiment très terrain. Qu'est-ce que le commerce? Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne? Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne moins bien? Et quand j'étais en conseil, justement, je me suis aperçue que, je travaillais pour des très gros distributeurs et je me suis aperçue qu'il y avait un énorme problème qui était que le commerce physique et le commerce en ligne apparaissaient comme des concurrents même au sein d'une même entreprise. Alors qu'aujourd'hui, le consommateur qui achète chez une enseigne en physique et en ligne, c'est finalement le même consommateur. Il adapte son mode de consommation à son envie du moment. Dans une société qui est quand même de plus en plus concurrentielle, puisque aujourd'hui, si vous voulez faire vos achats de Noël, vous pouvez aller en bas de votre rue, vous pouvez aller sur Internet, vous pouvez aller en bas de votre rue, voir, essayer et puis acheter sur Internet ensuite, ou l'inverse. Vous pouvez acheter sur des sites américains comme évidemment Amazon, mais des sites chinois aussi comme Wish où tout est à 2 euros. Enfin, bref, il y a une concurrence qui est accrue et qui résulte de cette transition numérique et de cette vague Internet, mais aussi de la libéralisation des échanges dans nos pays, qui fait que c'est de plus en plus compliqué pour le commerce physique de continuer à exister. Donc, dans la mission qu'on s'est donnée dans l'entreprise, et Janica l'a évoqué en préambule, nous, notre objectif, c'était vraiment d'assurer la diversité du commerce de demain. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, j'ai envie, pour moi et puis aussi pour mes enfants, de vivre dans une société dans laquelle on retrouve cette multiplicité de commerces, ces typologies de commerces très différents, avec des commerces de centre-ville, des commerces de centres commerciaux, avec évidemment la possibilité d'acheter sur Internet. Mais je pense que c'est dangereux et c'est exactement ce qu'on veut éviter, d'avoir un monde où finalement on achète chez les géants du web avec potentiellement des relais physiques, puisqu'on voit que les géants du web se développent aussi dans le physique. Il faut voir la stratégie d'Amazon, notamment pour ça. Et qu'en fait, au-delà du fait qu'aujourd'hui, on est tous très contents d'acheter sur Amazon, je parle d'Amazon parce que c'est le plus connu et que tout le monde, à mon avis, ici a acheté sur Amazon, mais aujourd'hui, on est tous très contents d'acheter sur Amazon puisqu'il y a une qualité de service et une praticité qui est assez exceptionnelle. Mais en fait, le point, c'est que au fil de l'eau, ça tue des commerces de proximité, ça tue aussi des grosses enseignes, puisqu'on l'a vu là avec le premier confinement en France. Il y a de nombreuses grosses enseignes qui étaient des enseignes emblématiques de notre pays et qui représentent une grande partie des emplois qui ont déposé le bilan ou qui sont dans des situations extrêmement compliquées, notamment de cessation de paiement. Et en fait, le risque de ça, c'est aussi un risque pour le consommateur, c'est-à-dire qu'au-delà du fait d'avoir une ville qui est moins agréable à vivre parce qu'on retrouvera de moins en moins de commerce, on aura aussi le consommateur roi qui est en fait la position dans laquelle on se retrouve aujourd'hui grâce à cette multiplicité de typologies de commerce et de façon d'acheter va disparaître vers une évolution beaucoup plus oligopolistique, monopolistique, ce qui pourrait être assez catastrophique puisqu'on sait que moins il y a d'acteurs et plus le consommateur paie cher pour un service qui est dégradé. C'est d'ailleurs ce qu'on a vu quand on regarde
tout ce qui est téléphonie mobile, etc. Où il y a encore 15 ans, quand on avait son forfait chez Orange, c'était des forfaits qui coûtaient l'équivalent de 150 € par mois avec des SMS limités, des appels limités, enfin voilà, alors que maintenant on est sur des forfaits à 10 € avec tout illimité partout dans le monde. Donc on voit que la concurrence en fait favorise le consommateur final et que cette concurrence, c'est important de la conserver. Donc ça, c'est ce qu'on a voulu faire pour le commerce. Et puis aussi parce que je pense que quand on est entrepreneur, on peut avoir 3 grandes raisons de monter son entreprise. Donc la première qui est souvent pas la plus courante, mais en tous les cas, c'est vrai qu'à l'extérieur, on a tendance à se le dire, qui est de se dire que comme tu es indépendant et que tu es ton propre patron, finalement, tu vas pouvoir être beaucoup plus libre de ton temps et choisir en fait ton rythme de vie, donc potentiellement travailler moins, adapter tes horaires, etc. Bon, alors moi, en tant qu'entrepreneur, on se rend compte quand même que moi, j'ai jamais autant travaillé de ma vie que depuis que j'ai monté mon entreprise. Donc, heureusement que cet élément n'était pas en tous les cas mon driver à moi. Le second driver, c'est aussi de se dire que c'est quand on voit les entreprises qui sont revendues avec les prix d'achat, quand on voit les valorisations des entreprises tech, comme rien que Uber, comme Amazon évidemment, mais il y en a plein en fait des entreprises tech qui sont extrêmement bien valorisées. On se dit que potentiellement c'est peut-être le seul moyen de gagner beaucoup d'argent, à part jouer au loto. Donc ça pourrait être aussi un driver. Moi, ça n'a pas été le mien parce que j'ai eu la chance de toujours bien vivre et de jamais avoir à me dire que j'avais pas assez. Et le troisième driver qui est plutôt un driver pas de reconnaissance, mais en fait avoir l'impression de faire quelque chose d'utile pour la société. Et ça, c'est vraiment ça qui, moi, m'a porté, puisque, comme je le disais en préambule, donc mes grands-parents avaient des magasins, mon père a fait des centres commerciaux. Et donc, moi, c'est naturellement, je trouvais que je voulais être la génération d'après, celle qui permettait au commerce physique de se réinventer grâce au numérique, parce qu'aujourd'hui, le numérique fait partie de notre réalité et que cette transition numérique est extrêmement compliquée pour tout un tas de petits acteurs. Donc, Janica l'évoquait aussi tout à l'heure. Donc, on travaille à la fois pour des centres commerciaux, mais aussi pour des centres-villes, en développant notamment des plateformes e-commerce basées sur les stocks des magasins, des enseignes, des indépendants, des franchisés, et qui permettent au consommateur final d'acheter en 3 clics tout ce qu'il y a sur un centre commercial, par exemple. Donc, notamment sur des centres commerciaux, on a déployé le centre commercial de Cap 3000, qui est un très gros centre que vous connaissez peut-être. On a déployé aussi un centre commercial qui s'appelle The Village, qui est un outlet, et donc sur lequel, si vous allez sur thevillageoutlet.com, vous allez pouvoir retrouver tous les produits des magasins avec le prix de l'outlet, les stocks de l'outlet, et tout ça en achetant en 2 clics. Ce qui est assez intéressant, au-delà du fait que ça permet au client final d'acheter de façon plus fréquente dans son centre commercial ou dans son centre-ville chez ses enseignes, puisque 1 € dépensé sur la plateforme est 1 € qui va dans la caisse directement du magasin, c'est le fait que, en fait, on se rend compte qu'il y a 60% des consommateurs qui regardent en ligne sur les sites internet avant de se rendre dans les magasins. Donc, au-delà du chiffre d'affaires direct généré, on participe au drive to store et donc à l'accroissement du flux dans les différents magasins. Et ça, c'est très important puisque globalement, on sait très bien que ce qui fait la force du point de vente physique, c'est cette proximité qu'il va pouvoir créer avec son client final. Donc, la raison pour laquelle on a réussi à développer ça et à le déployer, parce qu'il y en a quand même beaucoup avant nous qui ont essayé. Bon, la première, c'est que, j'ai pas beaucoup de mérite, mais je connaissais tellement bien le commerce physique que quand on a pensé les produits avec mon CTO, qui est aussi mon associé, on l'a pensé pour répondre à des problématiques terrain. Donc, on s'est demandé ce que c'était
l'avis de Madame Michu dans son institut de beauté, l'avis du directeur marketing de Galeries Lafayette et du directeur IT. Et en fait, on a essayé d'être capable de s'adapter, en tous les cas, à toutes les sortes de commerce et toutes les infrastructures techniques. Donc ça, c'était extrêmement compliqué et on est hyper fiers d'avoir réussi à le faire. En termes de chiffres, ça cartonne puisque nos plateformes, donc sur Angers, typiquement, donc on a lancé notamment une plateforme qui s'appelle Angers Shopping, qu'on a lancée en 15 jours sur le premier confinement avec plus de 65 000 produits. Il y a des commerçants qui mettent des posts en disant moi, j'ai fait 3/4 de mon chiffre d'affaires ce week-end. Donc, ce week-end qui est quand même un gros week-end pour les commerces puisque c'est début des préparations de Noël. Donc, 3/4 du chiffre d'affaires sur le début des préparations de Noël, c'est vraiment bien. Ils sont vraiment contents. Donc, au moins, on a l'impression d'être utile. Et puis après, sur des enseignes et des centres commerciaux, on a réussi à maintenir 26% du chiffre d'affaires des enseignes physiques qui étaient fermées pendant la période du Covid. Donc, évidemment, ce n'est pas 100%, mais c'est déjà bien, puisque en plus, ces 26%, c'était de la full marge pour eux, puisqu'ils n'avaient pas besoin d'avoir des vendeurs dans les magasins. Globalement, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on déploie des produits qui sont bien pensés et derrière, on organise notamment la logistique. Donc, pareil, Janica en parlait, mais on organise, comme c'est des ventes en ligne, mais sur le point de vente physique, la logistique part du point de vente pour faire en sorte que, déjà, ça arrive de façon plus rapide chez le client. Il y a une meilleure rotation de produits. Donc, en termes de rentabilité pour le magasin, c'est vachement bien. Et enfin, en fait, ça permet de polluer beaucoup moins puisque on envoie, ça reste du e-commerce en fait de proximité et donc les produits sont envoyés directement sur les points de vente proches du client. Donc voilà en fait en tous les cas ce qu'on a essayé de faire, ce qu'on essaye toujours de faire. Donc je suis effectivement vice-présidente du CNCC. On a été labellisé par le gouvernement comme solution permettant au commerce physique de se réinventer post-Covid. On a une stratégie qui est un peu comme celle de Doctolib, que vous connaissez peut-être, mais qui en fait a d'abord commencé par équiper les médecins avec des outils leur permettant d'être meilleurs au quotidien et d'économiser des frais. Donc, avant Doctolib, ça nous semble très, très loin, mais avant Doctolib, en fait, quand vous vouliez prendre rendez-vous chez le médecin, il fallait appeler le médecin, on tombait potentiellement sur la secrétaire, mais il n'y avait pas de relance. Donc, en fait, il y avait un taux de no-show qui était énorme. Et en fait, Doctolib, au-delà du fait qu'aujourd'hui, ça apporte beaucoup de rendez-vous aux médecins, ça a déjà commencé par leur apporter des outils leur permettant de mieux gérer les réservations. Donc, nous, typiquement, c'est ce qu'on fait avec les différents magasins qu'on intègre, c'est-à-dire qu'on leur met aussi à disposition des outils leur permettant, au-delà du fait qu'ils intègrent ces marketplaces locales qui leur permettent de générer beaucoup de chiffre d'affaires, ils ont des outils qu'ils peuvent utiliser en magasin au quotidien pour vendre plus et mieux. Donc, les enseignes, elles sont toutes hyper bien équipées. Mais par exemple, votre petit commerce de proximité, il n'a pas forcément un système de gestion de stock. On leur met à disposition un système de gestion de stock qu'on a développé qui s'appelle Stock Easy et qui leur permet de faire leur inventaire depuis le mobile hyper simplement. On leur met aussi à disposition des petites fonctionnalités pour voir s'ils sont plus chers, moins chers, pareil que sur Internet. Donc, depuis qu'ils ont ça, ils ont vu une augmentation de leur chiffre d'affaires physique de l'ordre de 25% parce qu'avant, ils vendaient plus cher, mais juste ils ne le savaient pas. Et donc, nous, consommateurs, souvent, quand on allait dans les magasins, on allait, on essayait, on comparait, on repartait. Donc voilà. On parlait, alors moi, j'ai eu la chance de ne pas connaître ce plafond de verre qu'on peut connaître dans des entreprises puisque je suis partie en fait assez vite du cabinet de conseil en stratégie dans lequel j'étais. Après, le conseil en stratégie, c'est quand même des secteurs d'activité qui sont plutôt préservés. Nous, on avait beaucoup de partenaires qui étaient des femmes. Donc, les femmes sont quand même bien valorisées. Mais en revanche, effectivement, le retail, donc l'activité dans laquelle je me retrouve, reste une activité quand même essentiellement masculine où quand on retrouve des femmes, c'est
pour être vendeuse dans les magasins ou pour être à des postes de DRH, ce qui sont déjà des énormes postes, des très très bons postes, mais à des postes de DRH ou à des postes au marketing, ce qui est quand même assez cliché parce que c'est globalement toujours la même chose. Et du coup, moi, je me rends compte où je suis jeune et j'ai pas connu cette espèce d'harcèlement que les femmes pouvaient connaître en étant dans des entreprises, en se faisant bloquer, en prenant des réflexions sur sa façon de s'habiller, sa façon de parler, etc., qui sont des réflexions parfois très axées sur le physique et qui peuvent être choquantes. Mais de temps en temps, alors pas avec des clients, mais de temps en temps, moi aussi, j'ai vécu des moments assez difficiles où tu te rends compte que en fait, le type, il est là pas parce qu'il s'intéresse à ton projet, mais parce qu'il a juste envie de coucher avec toi. Donc voilà. Après, en parlant notamment avec ma grand-mère, qui m'a dit que ma grand-mère m'a dit que le jour où plus personne ne me regarderait, et ben je pleurerais le moment où on me draguait pendant les rendez-vous. Alors, je ne sais pas, mais en tous les cas, voilà. Effectivement, ça, c'est quand même des problématiques qui restent les nôtres dans notre société, on commence à en parler, notamment avec le mouvement MeToo, où les femmes tolèrent beaucoup moins de choses, et ça, c'est vachement bien. Après, je pense qu'il faut faire attention parce que pour moi, je pense que c'est important d'arriver à un poste parce qu'on est bon et pas parce qu'on est soit une femme, soit un homme. Les hommes ont beaucoup de qualités que n'ont pas forcément toutes les femmes. Moi, je le vois, par exemple, dans mon équipe, je pense que les hommes, en tous les cas, que j'ai recrutés, sont plus calmes, plus posés que moi, je pourrais l'être quand je manage des équipes. Enfin, je n'en fais pas une généralité, mais je veux dire qu'on a tous, je pense, des choses qui sont nos points forts et nos points faibles. Je pense que c'est important d'être à son poste pour les bonnes raisons, donc parce qu'on est bon, parce qu'on est respecté, parce qu'on est légitime. Et qu'il faut faire aussi très attention parce que le corollaire de ce mouvement de féminisme et le corollaire de ce mouvement de féminisme, c'est maintenant on se retrouve quand même sur des magazines masculins. La dernière fois, ça m'avait choqué. Il y avait un magazine masculin, je ne sais plus ce que c'était, où c'était genre automoto, enfin vraiment un truc d'homme, quoi, où tu avais une nana qui écrivait en disant que les femmes n'étaient pas assez représentées sur la couverture. Et ils ont fait une très bonne réponse en disant que les hommes n'étaient pas hyper représentés sur les magazines parlant de la maternité, par exemple. Et c'est vrai. C'est-à-dire qu'en fait, il faut faire attention à ne pas aller, je pense, à l'extrême inverse et pour que nos propos soient écoutés, soient entendus, soient valorisés. Voilà. Je sais que je devais parler 30 minutes, je crois que j'ai parlé moins, mais c'est difficile de parler 30 minutes tout seul. Donc, si vous avez des questions sur ce que je viens de dire, surtout, vraiment, n'hésitez pas. Et après, Janica, je crois que tu avais des questions, toi. J'ai trouvé que c'était très intéressant, cette lignée et l'évolution de ta famille, parce que ta grand-mère qui avait sa commerce, ton papa qui a eu cette vision et qui sans doute a traîné dans le magasin de ta grand-mère. Et j'ai vu sur ton Instagram, je pense que c'est ton grand-père qui est très présent pour toi, parce que j'ai vu plusieurs photos de, je ne sais pas si c'était ton grand-père ou pas, donc tu as cette présence. Et puis que tu as avancé toujours, mais dans cette lignée de retail, le côté digital. Donc, je trouvais que c'était intéressant ta vie et ta carrière, que tu as simplement agrandi la profession, que ça va dans ce sens-là.